Salutare și bine v-am regăsit la Transilvania Culturală. Invitatul emisiunii de astăzi este domnul Thierry Volton, autorul unei istorii mondiale a comunismului. Domnule Volton, bine ați venit la emisiune, mulțumesc că ați acceptat acest interviu. Aș începe prin a vă întreba, prin a vă povesti de fapt că după ce am citit cartea dumneavoastră, mi-am amintit o caricatură în care Marx, Engels și Lenin stăteau pe un trotuar și spuneau totuși teoria a fost bună. După ce am citit cartea dumneavoastră, mi-am dat seama mai mult ca niciodată că nici teoria nu a fost bună. Le drame communiste est inclus dans l'idéologie. D'abord, simplement pour une raison simple, c'est que si on lit le manifeste du Parti communiste écrit par Engels et Marx en 1848, manifeste du Parti communiste, où il est question déjà de dictature du prolétariat, il est aussi question déjà d'éliminer les ennemis, etc. Donc nous avons déjà un programme. Mais sans Lénine, sans doute ce programme n'aurait pas eu des résultats si sanglants. Lénine a adapté la théorie marxiste à la pratique révolutionnaire. Parce que, pour comprendre qu'est-ce qu'a fait Lénine, il faut voir que Marx, lui-même d'ailleurs a reconnu qu'il s'était trompé à la fin de sa vie. Marx estimait, pensait que les ouvriers étaient tellement exploités et seraient de plus en plus exploités dans le système capitaliste que de toute façon, il n'aurait pas d'autre solution que de se révolter, de faire une révolution. Or, le capitalisme ne suit pas cette voie. Le capitalisme, au contraire, il a intérêt à avoir des consommateurs, si je puis dire, et faire que les ouvriers, même s'ils sont exploités, ils gagnent de l'argent. D'accord ? Et donc les ouvriers ont peu à peu oublié, parce qu'il y a eu les syndicats, des défenses, etc. Le temps de travail s'est réduit, ils ont gagné plus d'argent, donc le goût de révolution a disparu. Au grand désespoir des intellectuels révolutionnaires, comme Lénine. Donc Lénine a décidé que, puisque les ouvriers ne veulent pas faire la révolution, eh ben nous allons faire la révolution à la place des ouvriers, et ça ne sera pas la dictature du prolétariat, mais ça sera la dictature du parti au nom du prolétariat. D'accord ? Donc la transformation qu'introduit Lénine dans le marxiste est une transformation capitale. Et c'est lui le responsable de tout. Parce que nous allons assister dans tous les pays communistes du monde au même scénario, à savoir des révolutionnaires professionnels, minoritaires, qui vont prendre le pouvoir, soit par un coup d'État, soit par une guerre civile, soit par une guerre de libération nationale contre les colonialistes, soit par un maquis, par exemple, à Cuba. Donc, qui vont prendre le pouvoir, minoritaires, qui vont prendre le pouvoir et qui, une fois au pouvoir, vont imposer la dictature du prolétariat. Et on a vu dès le départ que ça ne pouvait pas marcher parce qu'en 1918, donc un an après la prise du pouvoir par Lénine, les ouvriers, il y avait des tracts, c'était encore possible à l'époque. Après, c'était plus possible. Mais en 1900, il y avait encore la possibilité de distribuer quelques tracts, parce qu'il y avait encore des socialistes révolutionnaires, il y avait encore les mencheviks, il y avait encore pas une opposition qui était de plus en plus, mais il y avait encore une résistance, si je puis dire. Donc en 1918, il y a des tracts qui sont distribués d'ouvriers qui disent « ce n'est pas la dictature du prolétariat qui a été imposée, c'est la dictature sur le prolétariat ». Voilà. Donc dès le départ, ça ne pouvait pas marcher. De ce este important să păstrăm vie memoria comunismului și de ce credeți că unii încearcă să o ascundă? Și aici vine și întrebarea cum s-a născut cartea dumneavoastră. Alors, si l'on admet que le XXe siècle est l'histoire du communisme, le XXe siècle est l'histoire du communisme, parce qu'en vérité, ça a commencé en 17, ça a fini en 91, avec la chute de l'Union soviétique, mais bon, le XXe siècle, c'est l'histoire du communisme. Bon. Là, il y a le nazisme, j'entends bien, mais le nazisme, à la limite, peut se comprendre dans cette histoire aussi, d'accord ? En tout cas, si l'on admet que le XXe siècle est l'histoire du communisme, il est évident que le XXIe siècle, en tout cas les premières années du XXIe siècle dans lesquelles nous sommes, est l'histoire du post-communisme. Parce que l'histoire est une continuité perpétuelle. Il n'y a jamais de rupture en histoire. Donc, si le XXe siècle a été marqué par le communisme, c'est évident que nous sommes aujourd'hui marqués par le post-communisme. Donc, il est absolument très important, je dirais même vital, de connaître cette histoire pour se guérir de cette histoire, bien sûr, pour s'en guérir, et pour la comprendre, et pour comprendre notre monde aussi. Parce que, prenons l'exemple du monde actuel. Comment voulez-vous comprendre la politique suivie par Poutine? Comment voulez-vous comprendre la politique suivie par la Chine, par exemple, pour prendre ces deux exemples, si vous ne connaissez pas ce qui s'est passé en Union soviétique et ce qui s'est passé en Chine maoïste? Donc, c'est absolument nécessaire de comprendre, de connaître cette histoire et de la comprendre et de l'analyser.
Este prima dare de seamă exhaustivă despre comunism. Și vreau să vă întreb ce concluzii oferă în plus o astfel de abordare față de cele din anumite țări doar. D'abord, je pense que c'est un livre qui ne fait que... Vous voyez, moi je pense, je vous dis que c'est exhaustif, moi je pense pas que c'est exhaustif, il m'aurait fallu encore plusieurs années pour écrire, mais bon, ça ce n'est que le premier tome, donc l'ensemble est plus complet si je puis dire. Hein, il y a 3 livres différents qui sont très différents les uns des autres, mais celui-ci raconte l'histoire du début à la fin, si je puis dire, ce qui n'est pas le cas des autres. Bon, j'expliquerai, bon, peu importe. Parce que je pense que, d'abord, les petites histoires nationales sont très utiles, soyons clairs. Hein, je veux dire, dans les détails, vous savez, il y a une expression française qui dit « le diable est dans les détails ». Donc, les petites histoires nationales sont excessivement utiles. Mais il n'existait pas, en tout cas, sous cette forme-là, il y avait quelques livres qui parlaient des différents pays communistes, mais faits par par des universitaires qui chacun dans sa spécialité, le spécialiste de l'Union soviétique, de la Chine, etc., qui se mettaient ensemble et pas forcément... Bon. Donc ça existe ça, mais il n'existait pas un récit. Moi j'ai voulu faire un récit de cette histoire, un vrai récit, c'est-à-dire pas romancé, mais je veux dire raconter l'histoire. Ça, je veux dire, c'était important de le faire. Donc, si vous voulez... comme je dis en général, cette histoire, il fallait la faire. Il fallait la faire. Bon, comme je dis, c'est moi qui m'y suis mis. C'est comme si Dieu, là-haut, avait dit, bon, il faut que quelqu'un le fasse, allez, ça sera toi qui vas le faire. Bon, je m'y suis mis parce que c'était une nécessité de le faire. Dans mon introduction, je dis que c'était un impératif catégorique. Vous savez, c'est une expression de Kant, un impératif catégorique. Et je l'ai senti comme ça. Bon, soyons clairs, je n'aurais pas pu faire ce récit global si je n'avais pas eu une connaissance préalable du communisme. Là, c'est 10 ans de travail, mais j'ai 40 ans de connaissances derrière. Parce que si j'avais rien connu, il m'aurait fallu 50 ans pour faire tout ça. Bon, donc, je pense qu'il fallait faire une histoire globale parce que, et vous verrez, c'est encore plus pertinent dans les autres, surtout dans le 2e tome, c'est que je voulais montrer qu'en dehors des histoires nationales, il y a une permanence du système. Hein, c'est qu'on retrouve absolument toujours les mêmes ingrédients, toujours la même façon et les mêmes résultats. Mais en même temps, on pourrait dire qu'il y a un communisme générique, si vous voulez, hein, voilà, qui a été appliqué absolument partout, le modèle léniniste, c'est lui qui est responsable de tout. Mais en même temps, il y a eu des modèles nationaux. C'est-à-dire que chaque pays a adapté un peu, selon ses sensibilités, sa culture, sa géographie, le communisme. Et en général, je dis d'ailleurs que si on observe ça, on s'aperçoit que le communisme, c'est comme un cancer. C'est-à-dire que nous avons tous un cancer entre nous. Vous avez un cancer, j'ai un cancer, j'ai un cancer. Mais le cancer, il ne se déclare que si vous avez une faille dans votre organisme, une faille immunitaire, parce que vous avez, tout d'un coup, il va se déclarer et il va vous pourrir l'ensemble du mécanisme, de votre organisme. La même chose, le communisme. Le communisme va trouver la faille dans les sociétés, chez l'esprit des individus, pour pouvoir régner. La Roumanie, à cet égard, en est un excellent exemple. Le problème de la Roumanie est un problème qui est bien plus large que le problème du communisme, c'est que c'est un problème d'identité nationale. D'accord ? Vous avez été coincé pendant des siècles entre au nord vos voisins austro-hongrois, si je puis dire, et puis au sud, vos voisins turcophones. D'accord ? Donc vous êtes pris entre deux masses. Donc un problème d'identité. Qu'est-ce que va faire le communisme ? Et Ceausescu en est évidemment un formidable exemple. Il va construire, il va flatter l'esprit national pour pouvoir avoir du succès, pour pouvoir rencontrer voilà. Donc il a, si vous voulez, le communisme dans le cadre de la Roumanie précisément, mais dans d'autres pays il a fait la même chose, mais chez vous c'est particulièrement clair, il a appuyé là où ça fait mal, si je puis dire, sur le nationalisme, l'identité nationale, pour pouvoir régner en maître. Voilà. Et il a fait ça dans d'autres pays aussi. Spuneți în introducere că este vorba de o ieșire ratată din comunism. Când va fi ieșirea reușită din comunism, vorbiți de 2 generații, de ce e nevoie de așa de mult timp? Mais ça prend du temps parce que d'abord parce que c'est unique. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire. D'accord ? C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une idéologie s'implante aussi rapidement dans autant de pays et même dans les têtes de la plupart de l'humanité. Ça n'a aussi rapidement, 70 ans dans l'histoire, un siècle en histoire, ce n'est rien.
Bon, l'histoire, c'est un très long. Donc, si vous voulez, il est évident que ça a joué considérablement, si vous voulez, sur les esprits. Considérablement sur les esprits. En plus, la façon de gouverner, la terreur, tout ça, la spécificité, par exemple, du communisme par rapport à tout autre système qui existait auparavant, la spécificité du communisme, c'est que c'est un régime, et je le dis dans ce livre, qui a livré, ça n'a jamais existé à l'échelle de l'histoire, c'est la première fois que ça se fait, c'est un régime qui a mené une guerre permanente civile contre son propre peuple, d'accord ? Aucun autre régime n'a fait ça jusqu'à présent dans l'histoire. Donc, si vous voulez, cette spécificité, il faut bien, elle est tellement unique qu'elle a laissé des traces uniques aussi. Donc on ne peut pas prendre de précédent historique pour savoir comment on va sortir du communisme. Donc on est obligé de... C'est pour ça qu'on est dans une longue sortie du communisme. Alors, c'est vrai dans tous les pays qui ont été communistes. Je veux dire, regardez, vous êtes... la Roumanie en a un exemple, mais la Russie ne se porte pas très bien, hein, excusez-moi. Les autres pays... Alors, les seuls qui se portent à peu près bien de sortie du qui supportent à peu près la sortie du communisme, c'est les pays baltes, d'accord? Mais les autres, alors les autres, la Chine, on pourrait dire, on va pas rentrer dans ce détail, mais la Chine, elle reste un pays communiste avec une économie capitaliste, mais c'est autre chose, si vous voulez. Mais ça reste quand même, si bon. Donc cette période-là, si vous voulez, cette période post-communiste que nous vivons actuellement, elle va durer encore un certain temps. Et c'est pour ça que l'histoire est très importante à mettre en place et à comprendre. Parce qu'avec l'histoire, on comprend le présent. Vous savez, on ne peut pas... L'histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une continuité d'histoire. Donc, si vous ne savez pas ce qui se passe dans le temps T-1, vous ne pouvez pas comprendre le temps T. Hein, et voilà. Donc, il est très important de connaître cette histoire parce que nous vivons dans le temps T et après communisme, et donc nous devons absolument connaître cette histoire pour pouvoir supporter, justement, pour passer à autre chose et dépasser ce post-communisme. Volumul al treilea vorbește despre complici. Cine sunt complicii și de ce au acceptat acest rol? Les complices sont divers. Voilà. Il y a plusieurs complices. Les complices les plus évidents... Alors d'abord, il faut comprendre que ce troisième volume, voilà, les deux premiers volumes sont consacrés aux pays communistes, aux 27 pays qui ont été communistes dans le monde. D'accord ? Le troisième volume se consacre à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir... Enfin, le communisme à l'extérieur. D'accord ? Donc ça parle de l'international communisme, des partis communistes qui n'ont pas été au pouvoir, partis communistes français, italiens, etc., de fonctionnement de l'international communiste. Et puis ça parle des complices occidentaux, c'est-à-dire des occidentaux qui ont adhéré au système, qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé, etc. Alors, les premiers d'entre eux sont évidemment ceux auxquels on pense tout de suite, ce sont les intellectuels, je vais y revenir. Je vais revenir sur les intellectuels tout de suite, mais je voudrais dire qu'il n'y a pas que les intellectuels, parce qu'on pense toujours aux intellectuels, mais il n'y a pas que les intellectuels. Il y a les hommes d'affaires, ceux qui ont fait du business, hein, comme ça, pour gagner de l'argent, tout simplement, l'immoralité des affaires. Hein, et il y a les hommes politiques occidentaux qui ont fermé les yeux, qui n'ont rien dit, qui sont venus ici. Monsieur le général de Gaulle qui vient féliciter Ceausescu en 68, par exemple. C'est un exemple. Hein, donc voilà. Donc ces complicités, il ne faut pas les oublier. Maintenant, les intellectuels c'est le plus grand groupe de complices, si je puis dire. Je ne parle pas des intellectuels qui ont été membres du Parti communiste, je parle des intellectuels tout simplement qui ont adoré, qui ont trouvé ça formidable. Bon. Alors, la question est de se poser, c'est comment ça se fait que les intellectuels ont autant adhéré à ce système-là? C'est parce que, grâce à Lénine, justement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Lénine a mis en place un parti de révolutionnaires pour faire la révolution à la place du prolétariat. Ce parti de révolutionnaires, ce sont évidemment des intellectuels. Hein. Donc, Lénine a réussi, enfin, a réussi une opération que les intellectuels espéraient depuis très longtemps, c'est-à-dire de devenir au centre de l'histoire et d'agir sur l'histoire, d'accord ? D'être ceux qui avons la sagesse, la voix, qui allaient emmener le peuple vers son paradis. Donc, les intellectuels ont été séduits par cette position, par cette prise de position. Ils se disent, enfin, nous trouvons la place première, celle de guide, hein, de l'humanité. Et ça plaît considérablement à l'égotisme intellectuel. Vous savez, l'intellectuel, il est très content de se considérer comme le guide de l'humanité. Il se pense déjà le plus intelligent, mais si en plus il a la possibilité d'être le guide de l'humanité, il est très heureux. Donc ils ont massivement adhéré à l'idéologie. Spuneți că totalitarismul este principala contribuție a comunismului la istoria omenirii.
Cum vedem ieșirea din totalitarism? Întrebarea, de exemplu, ar putea fi: Occidentul mai poate fi păcălit de Putin, cum a fost de Stalin și de Lenin? Et pour comprendre les choses, il faut bien comprendre ce que c'est que le totalitarisme. C'est-à-dire que c'est un mot qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Le totalitarisme est une invention léniniste, qui tient à la pratique léniniste, c'est-à-dire un parti unique, une idéologie unique et une volonté de transformer les hommes, d'accord? Faire des hommes nouveaux, d'accord? C'est la différence avec une dictature. Une dictature peut avoir un parti unique, mais n'a pas forcément une idéologie unique et surtout n'a pas la prétention de transformer les hommes. Elle leur tape dessus pour qu'ils soient en ordre, mais bon, le communiste, comme vous le savez, a la prétention de faire des hommes nouveaux. Donc, c'est ça le totalitarisme, c'est vraiment de prendre l'homme de sa naissance à sa mort et lui tracer la voie. Voilà, d'accord. Cette pratique-là, donc, c'est le camarade Lénine qui l'a inventé et tous les pays communistes l'ont appliqué, d'accord? Donc, aujourd'hui, il ne reste en vérité de ce modèle-là, il ne reste que 6 pays qui sont véritablement, qui correspondent à ce modèle léniniste. Ce sont la Corée du Nord, la Chine, le Vietnam, le Laos, Cuba et l'Érythrée, qui est un petit pays d'Afrique. Où il y a, alors, c'est-à-dire, il y a un parti marxiste-léniniste avec un dirigeant, un parti communiste, une idéologie unique, d'accord? C'est ça qui est l'idéologie marxiste-léniniste. Bon. Poutine, ce n'est pas ça. Poutine, c'est un autocrate, mais il n'y a pas un parti unique. Alors, ce sont peut-être des faux partis, mais ils existent, mais quand même ils peuvent s'exprimer. Il y a d'Internet quand même en Russie. Il y a quand même une petite presse d'opposition. Je veux dire, bon, on l'enferme, bien sûr, mais elle peut quand même s'exprimer. Prenons le cas du Venezuela, par exemple. Plusieurs personnes me disent « Oh, regardez ce qui se passe au Venezuela. » Mais non. Vous auriez vu, dans un pays communiste, un président de parlement rassembler des gens comme il y a eu ce week-end à Caracas, des milliers de personnes? Impossible. Avec les télévisions qui étaient là, impossible. Bon, il y a une opposition, il y a une presse d'opposition. Donc nous sommes dans une dictature, sans aucun doute, progressiste, ce que vous voulez, mais nous ne sommes pas dans le totalitarisme, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire... C'est comme le fascisme et le nazisme, si vous voulez. Ce sont des mots qui sont très précis, qui correspondent à des situations excessivement précises. Donc, c'est pour ça, j'insiste sur ça, parce que si on dévalorise ces mots-là, c'est-à-dire si on les utilise à mauvais escient, ça brouille la connaissance, ça brouille la compréhension des choses, vous voyez? Donc c'est ça qu'il faut éviter. Donc, nous sommes, je crois, j'en suis intimement convaincu, sortis de l'ère totalitaire, parce que ça a correspondu justement au XXe siècle, pour de multiples raisons, la guerre du 14-18, enfin bon, il y a d'autres, il y a plein d'explications pourquoi ça s'est tenu là. Ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres totalitarismes. Les héritiers aujourd'hui du totalitarisme communiste, dans le mode de fonctionnement total, ce sont les islamistes, par exemple, d'accord? Parce qu'ils ont, avec le communisme, ceci de commun. Un, ils pensent que l'islam ne viendra vainqueur que lorsque tout le monde sera islamiste, alors sera musulman, donc projet communiste, le communiste sera vainqueur lorsque tout le monde entier sera communiste. Bon, et en plus, ils ont comme prétention de transformer les hommes. De faire que nous qui aimons que nos femmes ne soient pas voilées, ben elles soient voilées, que nous qui avons la possibilité d'être homosexuels, eh ben c'est interdit, etc., etc. Donc de nous transformer, de faire bon. Donc il y a un projet commun, et un projet totalitaire surtout. Parce que dans le mot totalitarisme, il y a une volonté de globalité, si vous voulez, d'entourer absolument les individus, faire tout dans le même sens, si vous voulez. Les islamistes ont évidemment cette prétention-là. Donc, si vous voulez, la pensée totalitaire, aujourd'hui, on la retrouve dans l'islamisme. Mais elle est quand même un peu moins dangereuse que le communisme parce qu'il n'y a pas d'État islamiste. Il n'y a pas vraiment d'État islamiste aujourd'hui, alors qu'il y avait des États communistes. Cunoașteți lumea politică din România pentru că veniți de multă vreme la noi. Vreau să vă întreb care sunt conceptele și ideologiile comuniste care mai sunt folosite și astăzi de politicieni. Mă gândesc la naționalism, la dușmani, fie în interior, fie în exterior. Pour comprendre la situation, plus largement que la Roumanie, mais la Roumanie est un excellent lieu de lecture. J'ai pour hypothèse, d'une façon générale pour le communisme, que le communisme en vérité pur, si je puis dire, n'a pas vraiment existé. Je m'explique.
C'est-à-dire que les responsables communistes, partout dans le monde, et ça a commencé avec Lénine, mais particulièrement avec Staline, se sont aperçus très vite, si vous voulez, que l'idéologie communiste ne pouvait pas fonctionner vraiment parce que les gens voyaient que le paradis qu'on leur promettait, ça ne marchait pas du tout. Donc alors vous pouvez dire aux gens attendez, 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 mais au bout d'un certain temps, les gens ils attendent, ils disent bon. Donc les régimes communistes, et Staline a commencé là-dessus, les régimes communistes ont tous utilisé avec l'idéologie communiste un nouvel ingrédient, j'appelle un nouveau carburant idéologique, qui est le nationalisme. D'accord ? Staline, en 1941, après l'invasion allemande, oublie le discours communiste, il ne dit plus « camarades, nous sommes agressés », il dit « mes frères, mes sœurs ». C'est ce qu'il dit. Bon. Et le nationalisme, c'est la grande guerre patriotique que l'on mène. C'est pas une guerre, c'est pas la grande guerre communiste que l'on mène, c'est la grande guerre patriotique. Bon. Donc, le carburant nationaliste a été adjoint aux communistes très très vite. Reprenons le cas de la Chine aujourd'hui. La Chine est un pays communiste, politiquement, mais d'un nationalisme farouche. On n'imagine pas à quel point la propagande communiste aujourd'hui flatte le nationalisme chinois. Les Chinois sont tous les jours avec une propagande qui leur dit que les Occidentaux sont des salauds, que les Occidentaux ont empêché la Chine de se développer au XIXe siècle, qu'il y a une revanche à prendre. Tout ça, on l'oublie, on ne le sait pas, on ne veut pas le savoir. Mais il y a une véritable volonté nationaliste du pouvoir chinois d'instrumentaliser. Parce que les Chinois savent très bien que le communisme, c'est pas bien. Hein. Donc, on les rassemble, on les titille, si vous voulez, pour les faire marcher, hein, on les pique. Hein, à coup de nationalisme. Vous faites disparaître le communisme, comme ça s'est passé ici en Europe, le communisme s'effondre, qu'est-ce qui reste? Le nationalisme. Voilà. Donc, il y a des pays qui sont plus ou moins... La Russie en est un très bon exemple. Monsieur Poutine, pour régner vraiment, et il est populaire, monsieur Poutine, hein, il ne faut pas croire qu'il n'est pas populaire, hein, s'il y a des sondages, il est populaire, je veux dire, il n'est pas seul, monsieur Poutine. Monsieur Poutine, il plaît aux Russes parce qu'il flatte leur nationalisme. Hein, il flatte leur nationalisme parce qu'il montre que la Russie a un rôle formidable à jouer sur la carte du monde. Regardez en Syrie, nous sommes là, regardez, etc. etc. Bon, donc, le nationalisme est finalement particulièrement développé dans les pays d'Europe centrale et orientale à cause de ça, à cause de cette instrumentalisation par les communistes du nationalisme. C'est vrai en Hongrie, c'est vrai en Pologne aussi, et évidemment c'est vrai chez vous. Bon, alors, vos dirigeants actuels, vos chers dirigeants actuels, dont certains sont d'anciens communistes, beaucoup sont d'anciens communistes, évidemment savent tout ça et utilisent tout ça. Et évidemment, ils utilisent les ficelles qui sont les ficelles, vous comprenez, les ficelles, les armes, si vous voulez, classiques du nationalisme, à savoir le danger est extérieur, hein, il y a des gens qui nous en veulent, il faut qu'on se défende, il faut qu'on s'isole, hein, pour éviter l'infiltration, genre, etc., etc. Bon. C'est une politique très dangereuse, excessivement dangereuse, parce que c'est une politique à court terme qui défend leurs intérêts, mais qui évidemment sont contre les intérêts du pays pour de multiples raisons. Vreau să vă întreb și despre volumul al doilea. Cât de mult curaj îți trebuia ca să te opui regimurilor și ce cazuri ați întâlnit de oameni care și-au pus într-adevăr viața în pericol pentru a se opune totalitarismelor? Alors bien sûr, il y a dans le deuxième volume qui va paraître à la fin de l'année, il y a toute une partie sur la résistance. C'est très important. Je dirais même en vérité que la résistance, à part les résistants qu'on connaît, Makhno et d'autres encore contre Lénine, et puis il y a les dissidents bien sûr des années 70-80 dont je parle beaucoup, mais même la résistance elle était quotidienne, je dirais, elle était infiltrée dans la population. Dans ce deuxième volume, vous trouverez une trentaine de pages consacrées aux blagues. Vous savez, les plaisanteries qui étaient dans tous les pays. Tous les pays communistes du monde ont connu des plaisanteries. J'ai trouvé des plaisanteries chinoises, j'ai trouvé des plaisanteries cubaines, j'ai trouvé des plaisanteries, bien sûr, roumaines, etc. etc. Donc ça, c'est une petite forme de résistance, quelque part. On se racontait ces blagues, vous savez mieux que moi, peut-être que vous n'avez pas vécu cette époque, mais enfin, on racontait ces blagues dans la cuisine, on mettait le robinet, etc. Donc c'est une forme de résistance, ça, quelque part. Hein. Donc oui, il y a des gens qui ont résisté, bien sûr. Et d'ailleurs,
dans ce deuxième tome, la conclusion de ce deuxième tome s'appelle la face obscure et la face lumineuse de l'humanité, la face obscure et la face lumineuse de l'humanité, où je dis que la face obscure, ce sont les bourreaux, et que la face lumineuse, ce sont tous les résistants, et que c'est une leçon extraordinaire pour l'humanité. Pourquoi c'est une leçon extraordinaire? Parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'un régime fait une guerre civile permanente contre son peuple. Ça n'a jamais existé. Et que des gens ont pu résister à ça, qu'ils n'ont pas cassé, qu'ils ont plié peut-être, mais ils n'ont pas totalement plié, et qu'ils se sont quand même redressés, c'est une leçon extraordinaire sur la capacité de résistance de l'homme. Quand on pense, c'est quelque chose qui me... Vous verrez dans ce deuxième tome, il y a des passages qui sont absolument pathétiques. Quand on pense dans les conditions dans lesquelles certains hommes ont été mis par des moins 50 degrés à travailler, à casser des choses, des cailloux, avec des outils que quand on le prenait, on ne pouvait plus les tenir parce qu'ils brûlaient par le froid, et que ces hommes ont pu résister à ça, puisqu'ils ont témoigné. Donc ils ont résisté forcément à ça. Vous vous dites, l'homme est un animal extraordinaire. Donc vous êtes admiratif par rapport à l'homme. Donc tous ces gens-là, tous ces résistants, les petits résistants, les grands résistants, ceux qui ont survécu au goulag, etc., ce sont les gens à qui je salue. Ați descoperit și similitudini, de exemplu, între fenomenul de la Pitești și ceea ce fac câțiva ani mai târziu Khmerii Roșii. Asta ce spune despre comunism în globalismul său? Alors vous avez raison, vous avez les seuls qui ont appliqué les mêmes méthodes que Pitești, c'est les Khmers rouges. Il y a nulle part ailleurs, à ma connaissance, ce mécanisme a été utilisé, c'est-à-dire des prisonniers se torturant les uns les autres. Non, il n'y a que les Khmers rouges qui ont fait la même chose. Mais je ne suis pas sûr, je vais vous dire quelque chose, je suis même quasiment persuadé, j'en suis même plus que persuadé, je sais que c'est la vérité, que lorsque les Khmers rouges ont appliqué ces méthodes-là, ils ne savaient pas que l'existence Pitești avait existé. Ils n'avaient aucune connaissance de ça. C'est le système lui-même qui les a amenés à faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est encore pire. S'ils avaient su que c'était Pitești, on va copier Pitești, ça aurait été moins grave. Mais ça veut dire que le système est capable de reproduire ce type d'horreur plusieurs fois. Voilà. Mai spuneți despre comunism că este un cancer și atacă acolo unde organismul este slăbit. În cazul României a fost naționalismul. Alte corpuri unde erau slăbite? Alors, ce qui est très intéressant, justement, si on observe bien les régimes communistes, on s'aperçoit qu'ils ont été particulièrement, enfin ils se sont implantés, ils sont dans des pays où il y avait un problème, à la fois, il y avait un problème de déficit de pouvoir et un problème de révérence par rapport au pouvoir, de respect du pouvoir. D'accord? Je m'explique. La Russie tsariste, le tsar, ça allait très mal en Russie tsariste, mais le tsar était un personnage intouchable. C'était Dieu sur terre, d'accord? En Chine, vous avez un empereur, c'est exactement la même chose. L'empereur ne gouvernait rien, honnêtement, puisqu'il y avait des seigneurs de la guerre, etc. Mais l'empereur était un personnage divin, d'accord? Donc, il y a, à chaque fois, on trouve ces éléments-là, mais il y a plus que ça. Ce qui est très important, c'est pour ça que je voudrais insister là-dessus, la question est très intéressante. Le communisme est devenu si criminel pour deux raisons. Ça a été, pour une raison principale, je veux dire. Ça a été la rencontre entre une idéologie à volonté totalitaire et un outil de répression qui était l'État. Et c'est la combinaison entre l'idéologie et l'État, c'est pour ça qu'on parle de parti-État, c'est la combinaison entre les deux systèmes, si vous voulez, entre l'outil et l'idéologie qu'on a mis ensemble, qui a fait que le système est devenu si criminel. Or, ce n'est pas un hasard. Si les pays qui sont devenus communistes étaient un pays où il existait quand même un appareil d'État, où il y avait surtout, où il y avait entre autres une révérence par rapport au pouvoir Russie tsariste Chine, d'accord? La bureaucratie russe était connue, elle existe la bureaucratie tsariste, j'entends. Il y avait une bureaucratie tsariste. Hein? En Chine, il y avait une bureaucratie, comment il s'appelle? Les mandarins. D'accord? Donc, si vous voulez, il y avait une habitude d'État. Même si l'État n'était pas puissant, il existait
une bureaucratie d'État, disons. Voilà, d'accord? Donc les communistes ont investi cette bureaucratie, ont utilisé l'outil qui existait pour le mettre à leur main, si je puis dire. Je vais vous donner un exemple très précis. Lorsque Ho Chi Minh, au Vietnam, prend le pouvoir, le Vietnam était une colonie française. Comme vous le savez, parce que la bureaucratie française est très renommée dans le monde, l'État français est très bureaucratique, très ordonné, très comme ça. Ça fait des siècles et des siècles, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'a fait Ho Chi Minh? Il n'a rien changé. Il n'a rien changé. Il a pris exactement les mêmes formes et hop, il a infiltré. Et il a utilisé ça. Donc, et il est intéressant de voir que c'est justement le rapport entre idéologie et État qui fait que ça a été si criminel. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et cette histoire pose le problème du pouvoir d'État de façon générale. În timpul documentării dumneavoastră ați întâlnit foarte mult rău și răul absolut. Vreau să vă întreb cum se explică acest rău și de unde vă vin motivele de optimism. Pentru că știu că sunteți optimist în ceea ce privește viitorul omenirii. Parce que j'aime l'homme, et parce que je crois en l'homme, et parce que sinon j'ai plus que... Bon, donc, parce que je me dis, vous savez, quand on regarde l'histoire, parce que, encore une fois, c'est peut-être un défaut de ma part, j'aime regarder les choses de haut, même si j'aime aller dans les détails, j'aime regarder les choses de haut. Le communisme a été une parenthèse, la pire parenthèse de l'histoire de l'humanité. Mais il y a eu avant des choses formidables, et il y aura après des choses formidables. Donc je me dis, vous savez, la Renaissance c'était formidable, les Lumières c'était formidable, il y a eu plein de choses formidables qui ont été faites avant le communisme, et puis aujourd'hui on vit une époque très dangereuse, excessivement dangereuse, mais bon, voilà. Donc si je m'étais arrêté à ça, voilà. Vous savez, il y a des... Ce qui est très intéressant, vous connaissez Primo Levi, non? C'est un écrivain italien, enfin juif plutôt, qui a connu les camps de concentration, qui en est rescapé et qui s'est suicidé, d'accord? Son livre le plus célèbre, ça s'appelle, en français, s'appelle « Si c'était un homme ». Donc Primo Levi raconte son expérience concentrationnaire. Et il s'est suicidé. Après, je veux dire, plus tard, il s'est suicidé. Donc il ne supportait pas finalement cette expérience qu'il avait vécue. Moi, il n'avait pas l'optimisme que j'ai, si je puis dire, mais moi, je n'avais pas vécu non plus les camps de concentration. Moi, j'ai l'avantage d'être un occidental qui finalement, n'a pas connu le communisme et qui, voilà quoi. În cartea dumneavoastră faceți tot timpul legături. Epocile acestea nu au fost niciodată independente una de alta. În acest context, în post-comunism, care credeți că sunt pericolele care amenință Europa și Uniunea Europeană? Pentru că a fost aici conaționalul dumneavoastră Pascal Bruckner, care spunea de pericolul islamului și al lui Putin. L'islamisme, sans doute. Poutine, j'en doute un peu. Enfin, Poutine, c'est pas que j'en doute, c'est que Poutine a une capacité de nuisance très grande, et on va le voir aux élections européennes. Poutine a vraiment une capacité de nuisance très grande. Donc, les élections européennes qui vont avoir lieu dans 3-4 mois, il va jouer avec Internet, etc., bien sûr. Donc ça, c'est un danger. Il peut manipuler l'opinion publique, surtout à cause des réseaux sociaux, j'entends. Facebook, etc., soft power, ça c'est sûr. Il a compris. En vérité, c'est ça l'arme de Poutine, parce qu'il n'a pas d'autres moyens. Bon, mais c'est des moyens très importants, parce que nous dépendons considérablement de ce soft power. Donc c'est vrai que c'est un danger de ce côté-là. Maintenant, encore une fois, moi je pense que Poutine n'a pas totalement les moyens de ses ambitions, parce que la Russie est un pays très pauvre, à part son pétrole. Donc il peut pas. Alors, son rêve à Poutine, ça serait de reconstituer l'empire soviétique. Il a beau avoir pris la Crimée, un petit bout d'Ukraine, un petit bout de Géorgie, etc. On en est loin. Il ne viendra jamais ici. Il ne pourra jamais venir ici à Bucarest, avec ses chars, j'entends. Ça, c'est sûr. Maintenant, il peut conquérir des esprits, il peut pourrir les situations, il peut faire monter le populisme, bien sûr. C'est ça qu'il cherche à faire. En vérité, Poutine, c'est ce que j'ai compris en tout cas, Poutine est un homme qui est persuadé que le communisme a chuté à cause des Occidentaux. Il n'a pas compris qu'en vérité, c'est le système qui, de toute façon, était condamné. Donc,
il est en train de prendre sa revanche par rapport à ça. En français, il y a une expression, je ne sais pas si vous allez la traduire, il paraît qu'elle a la même en roumain. Et en français, il y a une expression qui dit « il rend la monnaie de sa pièce ». Vous voyez, il rend la monnaie de sa pièce. Donc, voilà, il estime qu'on a fait chuter l'Union soviétique, alors il fait tout pour essayer de faire chuter le système démocratique avec tous les moyens qu'il a de soft power. Donc ça c'est un vrai danger. Ça, c'est un danger. L'islamisme en est aussi un autre parce que, évidemment, mais moi je ne suis pas très inquiet sur l'islamisme parce qu'il n'y a pas d'État derrière, il n'y a pas un véritable État, il n'y a pas de vrai pays. Alors, il y a l'Arabie Saoudite, bien sûr, j'entends bien, je ne suis pas innocent, je pense que l'Arabie Saoudite est un peu derrière financièrement, etc. Je le pense, ça, je ne suis pas le seul à le penser. Bon, mais il n'y a pas un État comme la Chine ou comme l'Union soviétique, comme avant, si vous voulez. On n'est pas dans le cas de figure. Maintenant, je pense, pour répondre à votre question, que je pense que le vrai danger, le vrai danger pour l'humanité, c'est la Chine. J'en suis intimement convaincu. C'est la Chine. C'est la Chine qui reste un pays communiste. C'est pas parce qu'elle reste un pays communiste, c'est parce qu'elle a exacerbé le nationalisme et que le régime communiste est forcé d'aller de l'avant. Hein, et comme l'économie chinoise est en train de baisser, il va falloir à un moment donné, pour faire croire encore aux Chinois que le régime est formidable, eh bien, il va falloir trouver un moyen de sortie, et que ce moyen de sortie, ben ça sera le nationalisme, ce vieux carburant nationaliste, et que là on peut avoir n'importe quelle catastrophe, un incident quelconque en mer de Chine entre la marine chinoise et la marine américaine, et paf, c'est parti. Care ar fi principalele învățăminte pe care ar trebui să le tragem din istoria mondială a comunismului? Écoutez, d'abord, je pense que la seule chose qu'il faut retenir du communisme, c'est les victimes. Ça, c'est clair. C'est la chose qu'il faut garder des communistes, la mémoire des victimes. La mémoire des victimes. Non, mais la mémoire des victimes. Pas les bourreaux. Les bourreaux, je m'en fous, moi. Les gens qui sont morts à cause de ça, à cause de ce système. Hein. Donc ça, à mon avis, en tout cas, c'est le message que c'est pour ça d'ailleurs que les 3 livres sont dédiés aux victimes. Le premier est dédié aux victimes, le deuxième est dédié aux victimes, le troisième est dédié aux victimes. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, et ce que je voudrais vraiment, que je pense qui est important, c'est qu'il faut comprendre qu'être anticommuniste n'est pas une position politique. Ce n'est pas une position politique, c'est une position morale. D'accord ? Si on aime les hommes, si on aime l'humanité, on est forcément anticommuniste par rapport à ce qui s'est passé, j'entends. Sur l'idéologie, on peut discuter, mais en tout cas, par rapport à la pratique qui a eu lieu, c'est-à-dire le XXe siècle communiste, on ne peut qu'être anticommuniste si on aime les hommes. Donc c'est une position morale, il ne faut pas avoir honte d'être anticommuniste, il faut même en être fier. Voilà. Merci beaucoup. Apartamente s-au vândut și bunuri cu Caritasul ăla lui Pește. I-a făcut pe oameni să-și vândă tot. Cunosc pe cineva care și-a vândut apartamentul ca să-și cumpere pentru toți copiii câte un apartament. Și a rămas fără nimic. Și a pierdut tot și a trebuit să mute în plata lui Dumnezeu undeva într-un garaj la țară. A fost o perioadă după Revoluție, înainte de Revoluție, care nu se prea găsea nimic. Dar te descurcai oarecum, cu vecina, cu prietena. Ori acum nu e așa. Acum e cu individualismul. Acum, dacă te duci în magazin și ai bani, îți iei. Dacă nu, te uiți la ele. Ionela Pop are 68 de ani, este pensionară și vine în scenă să reconstituie în fața noastră o istorie alternativă trecută cu vederea de discursul oficial. Spectacolul aduce în prim plan povești ale generației Ionelei legate de muncă, viața socială și viața personală. Baladele memoriei documentează, arhivează și redă toate aceste narațiuni, urmărind felul în care ele au fost influențate de anii duri ai tranziției și de capitalism. E viața mea și chiar îmi place să-mi amintesc și bunele și relele, că asta face parte din viața noastră. Am trăit-o și cu bune și cu rele. Niciodată n-am fost cu un public așa, cred că e diferit un pic, e mai tânăr, e mai altfel. Nu știu ce așteaptă exact, dar poate că le putem transmite noi ceea ce facem și o să le placă.
Între 14 și 19 aprilie, Reactor de Creație și Experiment organizează al treilea și ultimul focus tematic din cadrul programului 100 de ani România. 3 istorii secundare printr-o serie de evenimente reunite sub titlul Memorii. Acestea vor include o nouă premieră, spectacolul Baladele Memoriei, dar și alte spectacole de teatru, o proiecție de film și un atelier de mediere culturală. Am conceput un proiect care a avut 3 focusuri, adică 3 producții și în jurul fiecărei premiere am avut o serie de evenimente care puneau în centrul atenției un grup vulnerabil. Memorii, cel de-al 3-lea focus, are în centru atenției persoanele în vârstă și cumva încercăm să aducem în scenă povești sau istorii care cumva prezintă parcursul în istorie din punctul lor de vedere ai ultimilor 100 de ani. Și în acest proiect, Raul, în primul rând, a avut o serie de ateliere la Centrul de Zi numărul 1 din Cluj, unde a cunoscut-o pe Ionela, doamna care e alături de noi pe scenă. Și nu numai, pentru că în spectacol sunt poveștile mai multor oameni de acolo, dar și din alte părți ale Clujului, fie pe magnetofon, pe vinil sau pe casetă. Sunt și poveștile noastre puse aici cumva. Am încercat să ne apropiem de relațiile noastre cu părinții, să încercăm să vedem dacă sunt diferențe între noi și care sunt ele, sau cât de mici sunt, de fapt, aceste diferențe. Poate în România, mai mult decât în alte părți, avem tendința să izolăm sau cumva să desconsiderăm, nu știu, cumva, ultima parte a vieții, deși eu cred că e absolut firească și la fel de importantă ca orice parte. Cred că e un spectacol foarte personal, foarte intim, multe povești de viață, oameni care cumva cred că e important că au ajuns sau că ajung pe scenă. E foarte important să le ascultăm poveștile, să-i cunoaștem și să ne înțelegem sau să comunicăm mai bine. Când aplaud de 2 ori, pornim iar. Mare atenție că suntem mai mulți în spațiul ăsta și nu vrem să ne lovim unii pe alții, nu-i așa? Are grijă și de cei din jurul vostru. Mai mulți copii clujeni învață alături de părinți, cu ajutorul teatrului, despre toleranță. Povestea se întâmplă la Mini-Reactor, în pregătirea unei noi mini-stagiuni de teatru, unde se vor prezenta spectacole care gravitează în jurul unei valori. Cea mai nouă producție Mini-Reactor va avea ca temă toleranța. Programul cultural urmărit de Mini-Reactor este unul de inovație și experiment în domeniul teatrului pentru copii, un cadru care în România suferă în general de repetitivitate și arhaizare. Publicul foarte tânăr are nevoie, la fel ca cel adult, de artiști în căutare de noi mijloace de expresie artistică și de povești relevante pentru contextul în care trăim. Părintele va merge cu ochișorii aproape de mâna copilului și copilul îl va ghida pe adult. Hai! Scenariul acestui viitor spectacol este scris în urma unui proces de documentare cu ajutorul părinților și copiilor clujeni. Timp de 2 săptămâni și jumătate, dramaturgii de la Mini-Reactor se întâlnesc cu echipele selectate, părinte plus copil, pentru a se juca și a observa ce înțeleg cei mici și părinții lor prin această valoare mult dezbătută în societatea de azi, toleranța. Ce v-a plăcut mai mult? Să conduceți sau să fiți conduși? Să conduceți! Dar când v-a condus mâna părintelui, v-a fost frică că o să vă loviți de ceilalți copii? Nu! Ați avut încredere în ei, așa e? Da! Să ne respectăm pe noi, să nu ne lovim pe noi, pe părinții noștri, dar nici pe ceilalți. Da! Și e foarte important atunci, după ce ne acceptăm, în toleranță, să ne și respectăm unul pe ceilalți, așa e? Să avem grijă de noi. Da! Voi ce mai respectați în afară de părinții voștri și, nu știu, haideți să vedem, ceilalți colegi?
Frații, ai zis. Tu îți mai respecti frații, voi? Natura! Prietenii respecti! Natura! Eu respect pe mami. Am lucrat împreună cu copiii, dar și cu părinții și ne-a luat un pic de timp până am găsit calea asta de mijloc, cum comunicăm și cu părinții, dar și cu copiii. Cum le traduceți toleranța și cât de important e să învețe și cei mari despre toleranță, nu doar copii. Toleranța, cred că în societatea de astăzi e foarte importantă și dorim să încercăm prin teatru să insuflăm cât mai devreme copiilor ideea de toleranță. Atelierul acesta are ca scop să testăm un pic, să ne documentăm un pic și să vedem cât de mult înțeleg copiii din acest concept greoi, toleranță. Încercăm să-i punem în situații, astfel încât să răspundă în mare parte emoțional, nu neapărat psihologic, la nivel rațional. Și se descurcă, pare că. Da, pare că se descurcă super bine. Toate atelierele au ca scop documentarea în vederea scrierii unui nou scenariu de teatru pentru copii. Ne dorim teatru proaspăt pentru copiii de astăzi. Mie mi se pare teatru o formă foarte bună, foarte potrivită pentru copii, pentru că rezonează și se pot implica altfel decât dacă îi spui direct niște lucruri. Îmbrăcându-le într-o formă teatrală, ajung mai ușor la copii și cred că este foarte eficient. De cât timp veniți la mini-reactor și cum au fost lucrurile până acum? Ce a fost cel mai important și cel mai mare câștig pentru copilul dumneavoastră și pentru dumneavoastră, poate? Am venit la piese de teatru mini-reactor și apreciez foarte tare ocazia de a introduce pe copii în teatralitate, le place teatrul de păpuși, empatizează cu personajele, se ridică subiecte în discuție pe care eu pot apoi să le urmăresc și acasă și este o ocazie minunată de a introduce în artă, în general, și în cultură. Mărturisesc că eu am rămas puțin surprins. Mă gândeam că la vârsta lor e prea devreme să vorbim de toleranță, dar par să înțeleagă lucrurile. Dumneavoastră cum vedeți asta? Cred că toți părinții de aici, nu este prima dată când lucrează cu copii pe teme de genul ăsta, pe subiecte gen respect sau empatie sau toleranță și atunci copiii care au venit aici probabil că au făcut introducerea necesară pentru a asimila informația. Premierea va fi la Mini-Reactor în data de 22 iunie. Mini-Reactor este un teatru independent pentru copii, cu stagiuni anuale, program lunar și spectacole în fiecare săptămână. Activează ca platformă dedicată publicului foarte tânăr din cadrul spațiului cultural Reactor de Creație și Experiment din Cluj. De la înființarea din 2014, Mini-Reactor a produs spectacole de teatru pentru copii, numeroase ateliere și alte evenimente dedicate și a participat la festivaluri de profil din țară și străinătate, consolidându-și poziția și câștigând un public tot mai numeros. Stăm la magazin, vorbim cu vânzătorul și îi spunem: domnule vânzător, aș vrea să îmi dați niște acceptare, niște egoism sau niște empatie. Ce să-ți dau? Acceptare. Acceptare. Uite, acceptare. Eu vreau acceptare. Nu, pune o punguță. Pune o punguță. 5 ingrediente. 5, ai voie să alegi 5. Ce să-ți mai dau? Asta e fără prejudecăți. Fără bine rău. Fără bine rău, așa, și mai ce? Ce să-ți mai dau, Elias? Curiozitate. Asta o vrei? Curiozitate. Și mai ce? Poate empatie, plictiseală, respect, umor, comunicare. Ok, bine. Câte ai ales? Mai are încă 2 de ales. Poți să-ți mai alegi 2, Elias. Unicitate, foarte bine. E proaspătă asta, am adus-o azi. Și mai ce, Elias? Umor? Umor? Gata. Prinde bine oricând ăsta. Acum am făcut, o să facem o prăjitură care o să mâncăm noi, eu cu Ana, și
Mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult tot teatrul. Ce ai învățat astăzi? Despre ce e prăjitura asta a voastră, plăcinta? Plăcintă cu? Plăcintă cu... cu toleranță. Ce ingrediente ai luat pentru asta? Ce ai adunat acolo? Asta. Acceptare. Acceptare. Hai să vedem, stai să vedem. Fără bine și rău. Empatie. Ce ai? Unicitate. Bravo. Nu trebuie să fiu aici. Comunicare. Și cum crezi că o să iasă plăcinta asta? O să iasă bună. Dar ce înseamnă toleranța? Ce ai înțeles tu de la povestea de acum? Toleranța e atunci când respecti pe cineva. Excelent! E răspunsul cu care o să termină reportajul. Când o să termine toată... Tocmai scria. Mă scuz că tot l-am întrerupt. Revin dacă vrei. Revii când îți spun eu. E perfect. Așa facem.